Une nouvelle journée vient s'ajouter au calendrier des fêtes américaines, Juneteenth, le 19 juin. Elle célèbre la fin de l'esclavage au Texas, dernier État du Sud à avoir libéré les Noirs, 2 ans et demi après la proclamation d'émancipation. Marilyn Seyffock, professeure à l'Université noire Howard, nous dira pourquoi cette fête est importante pour les Afro-Américains. Les démocrates, toutefois, déplorent que ce ne soit qu'un geste symbolique qui reste vide après que les républicains ont bloqué une loi qui aurait facilité le vote des minorités. Un revers pour l'administration américaine qui s'engage à continuer le combat. Le nombre de fusillades de masse se multiplie à travers tous les États-Unis. Le président Joe Biden annonce un plan pour réduire la violence armée, mais aura-t-il plus de chances de réussir que ses prédécesseurs? Cinéma, l'adaptation de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, soulève la controverse. Explication de notre nouveau chroniqueur culturel, Georges Collinet, animateur de longue date de l'émission Afropop sur la radio publique américaine. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile et qui a pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine. En compagnie de René Lec, analyste politique et directeur de presse, Denis Beaver, avocat et chroniqueur judiciaire à Bakersfield, en Californie, et Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. Il y a désormais une nouvelle journée chômée et fériée inscrite au calendrier des fêtes américaines, le 19 juin ou Juneteenth en anglais. Cette date marque la fin de l'esclavage dans le dernier État à le pratiquer jusqu'en 1865, le Texas, qui, pendant la guerre de sécession, avait ignoré la proclamation d'émancipation signée par Lincoln en 1863, proclamation qui devait mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. Les esclaves du Texas ont donc dû attendre plus de 2 ans et demi afin de pouvoir jouir de leur liberté. Nous retrouvons Marilyn Seyffock, professeure à l'Université noire Howard. Marilyn, bienvenue de nouveau à notre émission. Quelle a été votre réaction et celle de vos étudiants à l'annonce de cette nouvelle? Alors, ce nouveau jour chômé et célébré dans toute la nation. C'est une journée qui est vraiment accueillie avec énormément de joie. Ce n'est pas, je ne peux pas parler au nom de tous mes étudiants, je ne peux pas parler au nom des Afro-Américains en général, mais c'est une journée qui déjà était célébrée, même avant qu'elle soit proclamée. Donc, cela marque non seulement le 19 juin, qui était du 1865, où un groupe d'Afro-Américains à Galveston, au Texas, a reçu la nouvelle que les esclaves étaient libres, alors que Lincoln avait déjà signé en 1863 l'abolition de l'esclavage, qui avait déjà eu aussi une abolition de l'esclavage qui avait été adoptée par le Sénat le 8 avril 1864, et puis aussi le 31 janvier 1865. Alors, le 19 juin 1865 représente, si vous voulez, cette espèce le fait que cette nouvelle a été vraiment accueillie tardivement. Et cela montre aussi qu'après l'abolition officielle de l'esclavage a quand même continué. Cela montre aussi qu'il y a continuation de lutte après proclamation de la fin de l'esclavage. Et cela montre aussi que ces luttes continuent et continuent jusqu'à maintenant. Donc, c'est une journée qui est pas seulement une journée fériée, chômée, etc., mais c'est une journée aussi qui appelle à la réflexion sur le statut
statut, sur la condition des Africains-Américains depuis leur arrivée sur le sol américain jusqu'à nos jours. Et donc, cela fait même partie de Critical Race Theory parce que justement, cela permet à la nation entière de réfléchir sur non seulement la condition des Noirs américains, mais l'apport des Noirs américains, l'apport culturel, l'apport historique des Noirs américains dans le façonnement, dans le fondement même du pays. Donc, c'est une journée extrêmement importante, c'est une journée de réflexion et qui appelle tout un chacun à réfléchir sur le rôle qu'ont joué les Noirs américains, mais aussi sur les souffrances des Noirs américains. Et ce pays a été en grande majorité bâti par les mains, si vous voulez, des Noirs américains, en grande majorité. Et souvent, ce chapitre est réduit à simplement un paragraphe, un chapitre dans un livre d'histoire. Et avec cette célébration du 19 juin, on espère qu'il en sera autrement. Tout à fait. Denis Beaver, la petite poignée de républicains qui ont voté contre cette fête du 19 juin ont souligné que rajouter une journée fériée au calendrier allait coûter des millions de dollars aux contribuables. À votre avis, est-ce une excuse légitime? Non, non, je crois qu'ils ont tort. Je suis tout à fait d'accord avec Marilyn. Il faut reconnaître le Juneteenth. C'est très important pour non seulement les esclaves, l'esclavage en Amérique, mais pour tout peuple dominé comme ça. Donc, à mon avis, c'est une très bonne chose. René Lake, ces fêtes célébrant un individu ou un événement important de l'histoire américaine ne perdent-elles pas avec le temps leur signification et ne deviennent-elles pas pour la plupart des gens qu'une simple journée où ils n'ont pas à aller à travailler? Oui, écoutez, c'est souvent une question qui est posée. À mon avis, les commémorations peuvent être très utiles, les anniversaires, parce que ça permet au fond de reposer les débats. D'abord d'éduquer, d'informer sur des situations passées, mais également ces situations ont souvent un prolongement dans le présent, et c'est le cas de cette célébration, comme le disait tout à l'heure Marilyn. Et je crois que c'est important parce que ça permet également, dans la prolongation du débat, dans le cas d'espèces, de poser la question des réparations. De plus en plus dans ce pays, la question des réparations au sein de la communauté noire, il y a de plus en plus d'Africains-Américains qui y sont favorables. On parle de 75%, certaines études montrent. Et maintenant, y compris au niveau de la population américaine en général. Le nombre de gens supportant, c'est encore un groupe minoritaire, hein, il faut qu'on soit bien clair là-dessus, a quintuplé ces 30 dernières années. Donc, il y a une évolution dans le débat national et je crois que c'est une excellente chose et que le débat doit se poursuivre pour arriver à des solutions. Solutions, c'est peut-être pas le bon mot, mais à des actions concrètes. Herman Cohen, les Américains ont en quelques semaines beaucoup appris sur deux événements de leur histoire que beaucoup ignoraient. Massacre de Tulsa et maintenant Juneteenth. Oui, je crois que c'est très important. Même moi, une génération assez âgée maintenant, je ne savais pas beaucoup sur ces deux choses. Donc, Juneteenth, j'espère que mes petits-enfants vont apprendre à travers le Juneteenth que l'esclavage était un grand élément dans l'histoire des États-Unis et continue à jouer un rôle dans notre vie culturelle. Et le massacre de Tulsa, c'est à peu près la même chose. Il y avait un quartier il y a 100 ans à Tulsa qui s'appelait Greenwood. C'était un quartier des Afro-Américains qui est arrivé à la classe moyenne. Il y avait des magasins, il y avait des églises, il y avait des immeubles. Donc, c'était très réussi. Et à cause du racisme, tout ça a été détruit dans un massacre raciste par des centaines de Blancs. Donc, c'est très important parce que cet élément de racisme continue. Ça existe toujours aux États-Unis. Et c'est très important que tout le monde sache l'existence de ce racisme.
Tout à fait. Dans un instant, une défaite annoncée des démocrates qui n'ont pas réussi à faire adopter une loi importante sur le droit de vote. En signant la loi qui faisait du 19 juin une journée fériée, le président Joe Biden a déclaré « Le 19 juin représente non seulement la commémoration de la fin de l'esclavage, mais le travail constant pour parvenir à une réelle égalité en matière de race et de justice dans la société américaine, ce que nous pouvons faire. En bref, a-t-il poursuivi, cette journée ne célèbre pas seulement le passé, elle demande que nous agissions aujourd'hui. » Le président avait très certainement en tête la loi sur le droit de vote, For the People Act, qui devait permettre de contrer les lois restrictives adoptées dans 14 États pour essayer de supprimer les votes des minorités. Mais René Lake, les démocrates n'ont pas pu obtenir la majorité des 60 voix dont ils avaient besoin. Oui, c'est effectivement le cas. Les négociations, les discussions se poursuivent pour savoir si il va y avoir une exception de levée du filibuster pour cette loi-là, considérant qu'il s'agit ici d'une menace sur la démocratie. C'est en tout cas l'argument de certains démocrates, et il est possible que Joe Manchin puisse accepter cela, mais à ma connaissance, rien n'est gagné pour l'instant, Claude. Dennis Beaver, est-il démocratique de vouloir compliquer la façon de voter? Pourquoi cette opposition des républicains? Tu sais, puisque c'est l'interférence avec les droits des pays, des États. Et c'est une guerre entre le gouvernement fédéral et le pouvoir de chaque État. Et à mon avis, qu'est-ce qu'ils cherchent, les démocrates? Ils veulent un parti. Ils veulent dominer. C'est du blablabla. Non, par exemple, ils ne veulent pas que vous vous présentez avec une fiche d'identité, quelque chose comme ça, que tu peux s'inscrire le jour même de voter. Alors, mais c'est dingue, c'est dingue. Et à mon avis, c'est parce qu'on n'a pas besoin de ça, et les républicains ne sont pas en train de supprimer le droit de vote, pas du tout. Oui, ça, en tout cas, en ce qui concerne la présentation d'une pièce d'identité, il semble que les démocrates soient prêts à l'accepter de ce côté-là. Donc, il y a une certaine entente. Marilyn, les républicains se défendent, comme le disait il y a un instant Denis, de vouloir empêcher qui que ce soit de voter. Ils disent que les lois qu'ils ont adoptées ont simplement pour objet d'assurer l'intégrité des élections, d'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Il y a toute une série, enfin, on a parlé simplement d'un aspect, mais il y a toute une série de mesures qu'ils veulent adopter et que les républicains veulent adopter. Parmi ces mesures, ne pas abreuver les gens quand ils votent, par exemple, ou alors ne pas leur permettre de voter le dimanche, ou alors mettre des restrictions sur le vote par correspondance. Donc, toutes ces mesures sont en fait, et aussi ce qui est très important, limiter le nombre de bureaux de vote et les limiter surtout dans les quartiers où vivent les minorités. Donc, on sent vraiment là une approche qui vise les minorités, qui vise à diminuer le vote des minorités, à éliminer le vote des minorités. Les républicains n'ont pas la majorité dans le pays. Quand on compte, si on comptait les effectifs des gens qui votent, ils n'ont pas la majorité, puisque la concentration des gens se trouve dans les zones urbaines, et dans les zones urbaines, ils n'ont pas la majorité. Donc, ils essayent par tous les moyens, qu'il s'agisse de redistricting, etc., de trouver des moyens pour pouvoir limiter le vote des minorités. C'est ce qu'on appelle le second Jim Crow. Et ça, c'est vraiment navrant parce que c'est limiter, c'est détruire, c'est une atteinte contre la démocratie.
Herman, comment sortir de l'impasse, hein? Comment les démocrates qui sont engagés de façon très nette à poursuivre le combat, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, l'a bien dit, ça n'est que le départ, ça n'est que le début et nous allons continuer. Alors, comment vont-ils réussir à faire passer cette loi sur le droit de vote? D'abord, je dois dire que dans certains États contrôlés par les républicains, ils sont en train d'adopter des mesures qui donnent leur Parlement le droit de changer le vote. C'est-à-dire, si dans leur État, les démocrates ont gagné, ils ont le droit de voter au Parlement que les républicains ont gagné. Ça, c'est très dangereux. Même le président Biden a parlé de ça aujourd'hui. Il a appelé ça immoral. Donc, comment les démocrates vont faire quelque chose? Maintenant, ils ont besoin de 60 votes dans le Sénat pour adapter des mesures. Mais ils peuvent changer cette procédure à une majorité simple. Donc, ça, c'est tellement important. Je crois qu'ils vont, avec 51 votes, ils vont dire d'avoir 60 voix pour faire une mesure, c'est éliminé maintenant. Il faut 51 pour une majorité simple. Et j'ai l'impression que cette loi sur le droit de voter est tellement importante qu'ils vont adopter la mesure à majorité simple, 51 voix, et ils ont 51 au Sénat avec le vote du vice-président. Très bien, affaire donc à suivre. Face à la vague alarmante de fusillades de masse, Joe Biden propose un plan pour réduire la violence armée. Discussion après cette pause. Face à la vague alarmante de fusillades et à l'augmentation de la criminalité, le président Biden vient de présenter son plan pour tenter de réduire la violence armée qu'il a qualifiée d'épidémie. Avec une hausse de 30% des homicides dans les grandes villes, il y a péril en la demeure, René Lenk. Oui, et le chiffre auquel vous faites référence, une étude du New York Times dit que c'est le cas dans effectivement 37 villes, 37 grandes villes, 37 grands centres urbains aux États-Unis. C'est particulièrement inquiétant. Alors, maintenant, si on veut si on veut nuancer un peu ces chiffres, il faut quand même rappeler qu'on reste quand même à des chiffres qui sont presque de moitié, un peu moins de la moitié, comparé au début des années 90, où la criminalité était vraiment galopante aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'une augmentation de 25% rien que pour l'année 2020 de nombre de meurtres, effectivement, il y a de quoi sonner l'alerte, et c'est ce que Biden a fait avec son initiative. Et le président veut s'attaquer notamment à ceux qui vendent des armes illégalement. Il a pour ça créé 5 unités qui se concentreront sur les villes les plus affectées, dont New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington. Denis, comment faire vraiment changer les choses si le Congrès refuse de légiférer? Il faut que si tu veux acheter un pétard, il faut que tu s'inscrire, il faut faire ce qu'on appelle un background check, il faut vérifier que tu n'as pas de fichier pénal, que tu n'es pas dangereux, que tu viens pas de sortir du asile psychiatrique, les choses comme ça. Donc, il faut vraiment modifier le deuxième amendement, puisque c'est dingue maintenant, n'importe qui peut acheter un pétard. Il y a très peu de restrictions qui marchent, qui fonctionnent. Sinon, ne fais rien et ça va continuer comme ça. J'ai très peu d'espoir, franchement, très peu d'espoir. Marilyn, la stratégie de l'administration met aussi l'accent sur la nécessité de créer des programmes
pour encadrer les jeunes, afin qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes et rejoignent des bandes, car c'est souvent malheureusement dans les quartiers les plus défavorisés que la criminalité est la plus élevée. Oui, il faut encadrer les jeunes, ça c'est extrêmement important. Il faudrait aussi que le lobby des armes ait beaucoup moins d'emprise, beaucoup moins d'impact sur les politiciens, ça c'est aussi extrêmement important. Et puis, quand ceux qui brandissent souvent le second amendement, il faudrait tout de même souvent leur rappeler que quand ce second amendement a été créé, c'était à l'époque des mosquites. Donc, pour pouvoir recharger son fusil, ça prenait énormément de temps. Les gens avaient le temps de s'enfuir, tandis que maintenant, quand vous avez en face de vous un AK-47, ça n'a rien à voir avec le type d'arme qui avait été dont les parlementaires avaient en tête quand ils ont créé cet amendement. Donc, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure, si vous voulez. Il faut que certains mettent de l'eau dans leur vin, comme on dit en France, et qu'ils puissent comprendre que le second amendement n'avait pas été créé pour ce type de situation et que maintenant, on est dans une situation de véritable guerre urbaine, hein, qui peut menacer la démocratie. La situation est particulièrement alarmante. Herman, le président Joe Biden a dit que la violence par les armes à feu était une honte internationale. Alors, que ces statistiques renforcent le prouvent et ne risque-t-elle pas de renforcer le cliché d'une Amérique violente? Je crois que oui, je crois que oui. Et président Biden a dit une chose très importante. La loi américaine dit qu'un vendeur d'armes doit vérifier que l'acheteur n'a pas fait un crime ou n'a pas de problème de mentaux, n'est-ce pas? Et si un vendeur d'armes oublie ou refuse de faire ces vérifications, il peut être puni par la loi américaine. Et je crois que ça va être très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des armes sans faire des vérifications. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit d'avoir une arme. Je demande à un ami, achète une arme pour moi. Et donc, si cet ami fait ça et me donne l'arme, il est en violation de la loi. Donc, je crois que Biden va augmenter le nombre des inspecteurs, etc., pour trouver ces gens qui vendent des armes illégalement. Oui, en tout cas, c'est un problème qui n'est pas sur le point d'être résolu immédiatement. C'est un problème qui dure et qui malheureusement se prolonge. C'est un autre problème aussi pour Joe Biden. Dans un instant, In the Heights, le film de l'été, un film qui malgré tout fait grincer quelques dents. Explication dans un instant. Nous accueillons maintenant un nouveau membre dans notre équipe, Georges Collinet, qui sera notre chroniqueur culturel. Georges est une légende de la radio, ancien animateur vedette de La Voix de l'Amérique. Il présente depuis de nombreuses années l'émission Afropop sur la radio publique américaine. Georges, bienvenue à Point USA. Vous nous parlez dans cette première chronique du film In the Heights, adapté de la comédie musicale composée par Lin-Manuel Miranda, compositeur aussi bien sûr du célèbre Hamilton. In the Heights, c'est un quartier de New York, n'est-ce pas? C'est un quartier de Manhattan en fait, et c'est un quartier qui est peuplé principalement de Latinx, puisque c'est la nouvelle expression, on ne dit plus latino, on dit Latinx, et donc qui habite ce quartier. Et c'est l'histoire de tous ces gens qui poursuivent leurs rêves. Et c'est assez touffu, je dois dire, comme histoire. Mais par contre, la musique et les danses, formidable. Formidable. Mais bon, tout ça, c'est très bien. Il y a tout de même un hic. Et le hic, c'est que il y a surtout des
disons, des gens de couleur claire, un peu comme moi, un peu tout petit peu, mais qui sont donc les principaux acteurs, alors que ce quartier est peuplé de gens qui sont des Essentiellement des Dominicains. afro-latinos, hein. Ce sont des Dominicains essentiellement. Dominicains et portoricains. Les Portoricains. Dominicains, portoricains, et surtout des Dominicains qui sont là et qui racontent leur histoire. Et donc, le problème est qu'il y a cette controverse qui est en train de faire un peu mal à notre ami Lynn. oui, Lynn, qui essaye d'intégrer, mais on ne voit pas toujours, tu sais, dans une forêt, on voit que c'est la forêt, et tu vois surtout l'arbre, là, il a pas vu le reste de la forêt, qui est donc formé de tous ces afro-latinos. Voilà. Il s'est excusé. Il s'est excusé, il a écrit un email, enfin pas un email, Twitter, et où il dit d'ailleurs que j'entends dire que sans une plus grande représentation d'afro-latinos à la peau noire, le film semble éliminer une communauté que nous voulions tant représenter avec fierté et joie. Lui et Elena Moreno ont passé un petit peu à côté de la plaque, mais enfin, voilà la situation. Et le film, du coup, a souffert d'ailleurs parce que le succès n'est pas du tout ce qu'on attendait. Dans les communautés où il y a beaucoup de latinos, par exemple en Californie et au Texas et ailleurs, et même en Floride, les latinos ont boudé le film. Et c'est dommage. C'est dommage. Oui, parce que c'était pour eux une chance de faire connaître leur culture. Marilyn, à ce sujet, les acteurs noirs ont aussi connu pendant longtemps ce manque d'opportunités. Absolument. Oui, les acteurs noirs ont connu ce genre de problématiques. Mais il faut parler aussi d'un petit peu de l'histoire des Noirs en Amérique latine, parce que l'histoire des Noirs en Amérique latine a été souvent parsemée d'embûches, tout comme celle des Noirs américains. Dans tout le continent américain, il y a, parmi les descendants d'esclaves, il y a 320 millions de Noirs dans tout le continent américain. Et l'histoire varie de pays à pays, mais évidemment, il faut se rendre compte qu'il y a toujours eu des embûches. On parle souvent évidemment de Vicente Guerrero, qui a été le premier noir président de pays dans les Amériques, deuxième président d'ailleurs du Mexique. Mais si vous voulez, Vicente Guerrero, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il y a eu énormément de génocides. On devrait parler même des génocides des Noirs en Amérique latine, et c'était le cas sous Trujillo, par exemple, en République dominicaine, où il y a énormément de Noirs qui ont été simplement supprimés. Il y a eu des massacres de Noirs en République dominicaine, et on peut parler aussi évidemment de Domingo Faustino Sarmiento, parce que Sarmiento, c'est celui qui avait planifié qui avait planifié le massacre des Noirs en Argentine. Comme on le sait, non seulement en les envoyant dans les guerres au Pérou et en Uruguay, mais aussi en écrivant. Il a laissé des écrits, des traces écrites. Il était Hitler avant Hitler, si vous voulez, parce que quand il est arrivé au pouvoir, la population noire, c'était 50% de l'Argentine. Eh bien, après, quand il a quitté le pouvoir, la population noire en Argentine était réduite à 10%. Donc, il ne faut pas oublier tous ces faits. Et quand, dans beaucoup de pays en Amérique latine, quand on parle quand il y a des ads pour des postes pour le travail, on met toujours buena apariencia,
c'est-à-dire bonne apparence. Et qui dit bonne apparence en Amérique latine dit noir s'abstenir. Et si vous voulez, il y a beaucoup de vexations dont les Noirs souffrent un petit peu partout en Amérique latine. Et maintenant, c'est maintenant que le mouvement des Noirs, de l'émancipation, si vous voulez, de la libération des Noirs, de la lutte pour les droits civiques commence à émerger en Amérique latine. En Amérique latine, par exemple, vous avez le même phénomène de George Floyd qui est arrivé à ce jeune homme Juan qui est mort dans des conditions atroces. Et il y a l'équivalent de Black Lives Matter au Brésil, qui s'intitule au Brésil As Vidas Negras Importam. Donc ça, c'est important de noter tout cela, de noter aussi quand on parle des droits civiques, il y a les droits civiques aux États-Unis, mais il y a aussi les Noirs qui luttent pour leurs droits civiques en Colombie, au Brésil, partout dans l'hémisphère sud des Amériques. Et ça, c'est extrêmement important de le noter. On note aussi la mort, l'assassinat de Marielle Franco au Brésil. Donc, il y a toute une dynamique qui a lieu au fil des décennies et qui continue en ce moment en Amérique latine, qui fait qu'omettre les Noirs dans une pièce culturelle qui est aussi importante, c'est vraiment un gros faux pas, surtout au moment où nous avons cette décennie qui est dédiée par les Nations Unies aux Noirs, the Decades of People of African Descent, la décennie la décade des Noirs, et qui touche tous ceux et celles qui sont d'ascendance africaine. Donc ça, c'est extrêmement important et il ne faut pas donc de la part de ce metteur en scène, c'est un faux pas, mais peut-être qu'il n'a pas réalisé l'importance de ce faux pas. Merci pour toutes ces explications. Marilyn, malheureusement, nous devons nous quitter. Mais avant de nous séparer, je voudrais tout de même que nous écoutions un extrait justement de ce film In the Heights. Let me just listen to my block. On Washington Heights, up at the break of day, I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Pop the brake at the crack of dawn, sing while I wipe down the awning. Hey y'all, good morning. Ice cold piragua, palcha, china, cherry, strawberry, and just for today I got my mate. Oye, piragüero, ¿cómo estás? Como siempre, señor Usnavi. Ice cold piragua, palcha. I am Usnavi, and you probably never heard my name. Reports of my fame are greatly exaggerated, exacerbated by the fact that my syntax is highly complicated, cause I immigrated from the single greatest little place in the Caribbean, Dominican Republic. I love it, Jesus, I'm jealous of it, and beyond that, ever since my folks passed on, I haven't gone back. God damn, I gotta get on that. Oh, the milk is gone bad. Hold up just a second. Why is everything in this fridge warm and tepid? I better step it up and fight the heat, cause I'm not making any profit if the coffee isn't light and sweet. Voilà quelques mesures de la comédie musicale In the Heights de Lin-Emmanuel Miranda. Notre émission s'achève. Merci Marilyn, merci Georges, merci bien sûr à nos panélistes habituels, René, Denis, Herman, sans oublier notre producteur, réalisateur Serge Njamba. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, suggestions et adressez-les à .usa@frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.